Donc, je suis Guillaume Desanges, président du Palais de Tokyo à Paris. Une des idées clés que j'ai développées dans mon intervention, c'était la notion de permaculture institutionnelle, qui est une sorte de néologisme, l'idée d'appliquer la permaculture à une grande institution dédiée à l'art contemporain, à la création contemporaine à Paris, le Palais de Tokyo. Parce que finalement, quand j'ai été nommé au Palais de Tokyo, je me suis posé la question de quelle institution pour les années 2020. Et la question écologique m'est apparue essentielle, mais non pas comme un sujet à aborder dans une ou plusieurs expositions, mais comme plutôt une pensée globale sur l'institution. C'est-à-dire plutôt que de faire des expositions sur l'écologie, comment on peut penser écologiquement l'ensemble des activités d'une grande institution dédiée à la culture et à l'art. Et à partir de là, j'ai développé cette idée de permaculture. Alors on ne fait pas de la permaculture au Palais de Tokyo, mais en tout cas on s'en inspire. On s'inspire de l'esprit de la permaculture, c'est-à-dire à la fois une approche globale, c'est-à-dire c'est pas un endroit du Palais de Tokyo qui serait réservé à ces questions écologiques, mais je dirais c'est l'ensemble de nos manières de faire qu'on interroge et qu'on tente de modifier. C'est l'idée de travailler sur d'abord aussi des questions de nécessité, retrouver des nécessités dans nos milieux. Et puis c'est l'idée aussi d'une approche positive, presque joyeuse, je dirais, de la question écologique. Non pas dans un régime de la privation, dans un régime du devoir douloureux, mais au contraire, ce qui ouvre des portes. Ici même, à l'UNESCO, j'avais participé à une table ronde il y a quelques temps où on parlait de l'espoir que suscitait finalement cette urgence écologique. On pouvait imaginer que la sobriété ou disons des différentes manières de faire ouvraient en fait les possibles. Alors ça demande aussi de changer non seulement nos manières de faire, nos mentalités, mais aussi celles de tout notre écosystème, c'est-à-dire celui des artistes, celui des publics de l'art, et puis celui de tous les acteurs et les actrices de ce monde. La notion du temps, par exemple, la notion du temps et de l'espace. Je me suis inspiré de la permaculture, la notion de zonage, à savoir on repense le temps et l'espace de nos activités pour essayer de les optimiser ou pour essayer de les rendre plus raisonnables. Eh bien, par exemple, au Palais de Tokyo, on a sur la question de l'espace, on a élargi, on a augmenté l'espace de vie, c'est-à-dire on a un peu réduit les espaces d'exposition qui sont déjà très grands et on a proposé d'autres usages de l'espace nécessaires, par exemple des artistes au travail. On a créé un lieu qui s'appelle La Friche, qui propose à des artistes non pas uniquement de venir exposer au Palais de Tokyo, mais de venir travailler dans un écosystème, échanger. On a proposé aussi pour les publics une zone qui fait un mélange entre de la cafétéria, on peut venir lire, on peut venir travailler, on peut venir aussi découvrir gratuitement une offre culturelle, une programmation culturelle. On a un nouveau lieu qui est dédié à la médiation, à l'éducation et à la pédagogie par l'art, qui s'appelle le Hameau. Et tout ça crée une nouvelle zone d'activité au Palais de Tokyo, encore une fois inspirée de l'écologie qui dit que si nous voulons des lieux vivants, nous devons d'abord accueillir la vie qui est à l'extérieur. Voilà, ça c'est une chose. Alors il y en a beaucoup d'autres, la temporalité de travail. Nous sommes dans un régime, dans le milieu culturel et dans le milieu artistique des arts visuels en particulier, des musées, de l'art contemporain. On est encore dans une logique on va dire, presque d'obsolescence programmée de l'art et des artistes. C'est vrai qu'on a tendance à travailler sur l'événementiel en jetant assez vite ce qu'on a fait, enfin jeter de manière symbolique en tout cas. Et souvent on a des problèmes, en tout cas on a du mal à avoir des relations durables avec les artistes. Eh bien, au Palais de Tokyo, depuis que j'y suis, on réinvite les artistes, plusieurs années de suite. On leur propose des formats différents. On travaille sur des expos plus longues. Vous voyez, donc tout ça, c'est aussi comment on pense différemment le temps. Après, il y a plein d'autres exemples sur l'écosystème, par exemple. Essayer de travailler moins en compétition et plus en collaboration avec nos environnements, qu'ils soient institutionnels ou autres. Donc on essaye, et on n'est pas les seuls, heureusement, au Palais de Tokyo, à penser la plupart aujourd'hui de nos expositions en co-conception. Il ne s'agit pas uniquement d'essayer de faire tourner nos projets, on le fait bien sûr, mais il s'agit même en amont de les penser aux co-conceptions. On le fait là actuellement avec une exposition de la magnifique artiste Myriam Miandou, qui d'ailleurs a à voir beaucoup avec la question écologie, spirituelle, écologique, n'est-ce pas? Eh bien, qui est pensée en amont avec un centre d'art à Sète, dans le sud de la France. On le fait avec un projet actuellement avec l'artiste Ramelzi qui sera montré au CAPC à Bordeaux. On le fait aussi à l'international. Donc beaucoup d'idées, je dirais, voilà, au quotidien pour essayer de transformer nos manières de faire et qui se ressentent à tous les endroits de l'expérience qui est celle du Palais de Tokyo.
Ce qui m'inspire, c'est qu'il y aura plein de raisons de ne rien faire. Plein de raisons parce que la question écologique, d'abord, on la découvre tous les jours dans sa complexité. On pense faire des choses bien et puis en fait, on se rend compte que ce n'est pas forcément bien. Et donc, que faire? Eh bien, moi, je dirais faire déjà. C'est-à-dire, et c'est ça aussi que je trouve la permaculture, évidemment, adaptée à l'agriculture, nous apprend. C'est-à-dire vivre aussi, habiter nos contradictions. J'emprunte cette phrase à Geneviève Fraisse, philosophe. J'ai entendu hier à propos de Simone de Beauvoir, où elle parle de habiter les contradictions. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que pour des raisons de contradiction, pour des raisons finalement d'une sorte de caractère incommensurable de la question écologique, on ne sait pas par quel bout le prendre et on se dit que ce n'est pas à notre petite échelle probablement qu'on va modifier les choses. Et entreprendre, pour moi, c'est croire. Et je veux dire, on le mesure, je trouve, au Palais de Tokyo ou dans nos activités, que finalement, on est gagnant, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, on n'est pas uniquement là pour, je veux dire, sauver la planète. Probablement, à notre échelle, on n'y arrivera pas. Par contre, on gagne en intensité de projet. D'ailleurs, aussi en peut-être accordant mieux le projet avec nos idéaux, qui sont quand même partagés par, je crois, une grande majorité de nos citoyens et citoyennes. Et donc, on gagne énormément. Donc, je dirais que pour moi, agir, c'est ça. C'est-à-dire, agir, ça n'est pas attendre d'être sûr que ça va fonctionner, d'avoir un plan. On a vu ce qu'a donné les plans de programmation d'ailleurs. Donc, c'est plutôt l'idée d'essayer de faire intuitivement, d'abord, ce qu'on ressent le plus juste aujourd'hui, le plus désirable aussi, parce qu'on parle beaucoup de devoir, etc., mais c'est aussi du plaisir, c'est aussi du partage, c'est aussi, je trouve, de retrouver peut-être même des essences qui font l'essence de nos métiers. Le partage de valeurs, le plaisir de certaines formes de beauté. Et puis, je dirais, pour nous, en ce qui concerne l'art contemporain, en anglais, le mot commissaire, qui n'est pas très joli en français, on dit curator, curateur, qui veut dire prendre soin. Donc prendre soin de l'art, prendre soin des publics, prendre soin des institutions. Donc je dirais que tout ça, c'est des motivations pour faire. Donc évidemment, beaucoup de personnes ont envie de faire, se sentent parfois un peu découragées ou freinées dans les manières de faire. D'abord parce que ça remet en cause souvent des habitudes qui sont difficiles à abandonner. Et puis on a l'impression que c'est dérisoire. Mais en fait, peut-être on ne se rend pas compte que ce n'est pas dérisoire en fait. C'est-à-dire qu'au quotidien, pratiquer, penser écologiquement les choses, c'est aussi une grande source de plaisir, de motivation, d'énergie aussi. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense qu'en effet, c'est très important de faire dans un régime de l'incertitude, de ne pas être sûr de ce qu'on fait, de ne pas forcément attendre toujours d'avoir des planifications, mais finalement de laisser aussi parler ses envies, son cœur, autant que sa raison. Alors, nature égale futur, je ne suis pas un spécialiste de ça. J'ai toujours un petit doute avec cette question de nature. La nature est déjà une catégorie qui penserait, une catégorie qui est presque, je dirais, dialectique, hein, nature contre culture. J'ai vu que vous aviez, qui était invité dans cette manifestation, Philippe Descola, qui a beaucoup travaillé sur le dépassement de la séparation nature et culture. Donc je dirais que nature égale futur. Je ne sais pas si moi, je le prendrais comme ça. La notion de nature, je dirais que je la laisserais à discuter du côté de la philosophie. Personnellement, je ne m'inspire pas, par exemple, d'une notion de nature qui serait le passé, bon, ni même le futur, parce que je pense qu'il faut penser une ouverture je dirais presque au vivant en général. Et le vivant, il est partout, en fait. Voilà. C'est plutôt la vie, je dirais. S'il y avait un modèle d'avenir, c'est la vie. Je trouve qu'il y a, et on le voit aujourd'hui, d'ailleurs au niveau international en politique, une certaine fascination, alors on peut dire récente, enfin récente de quelques siècles, hein, on peut dire occidentale, on peut dire sur la question de la morbidité, une certaine forme de fascination pour la fin du monde,
eschatologiques, qu'on sent ça et là et qu'on comprend hein, dans l'art. Alors là, je vais parler de mon secteur. Dans l'art, la fascination pour la ruine, la fascination pour la destruction est quand même quelque chose de très fort. Donc à cela, je n'opposerai pas tellement la nature, mais j'opposerai plutôt la vie, en fait, tout simplement. Il y a aussi, et c'est ça que nous a appris l'anthropologie, que nous ont appris des philosophes, des penseurs, mais des poètes aussi, des sorciers, des sorcières, des chamans, nous ont appris ces derniers temps, d'ailleurs tout ça croisé, hein, c'est très intéressant, que il y avait d'autres modèles possibles, d'autres relations aux environnements, d'autres relations à ce qui nous entoure, qui justement n'étaient pas sur une séparation nature entre la nature et la culture, entre l'être humain et ses environnements, ou le règne animal, ou le règne biologique, ou d'autres, mais qui était justement de dire il y a de la vie en fait partout. Et c'est peut-être cette vie qu'on doit célébrer, cette vie qu'on doit tenter non seulement de préserver, mais au contraire de rendre encore plus flamboyante. Pour moi, la grande question, ça serait comment on peut rassembler en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup d'oppositions qui se font à l'intérieur même on va dire, de mouvements ou de groupes de population qui finalement ont les mêmes enjeux. S'il y a bien quelque chose d'universel aujourd'hui, pour employer ce mot, c'est bien la question écologique, c'est bien la question peut-être de la survie d'un certain modèle, d'une certaine éthique de vie, d'un certain être ensemble. Et je trouve que cette question, on a l'impression parfois de parler écologie en opposant les choses. On essaye au Palais de Tokyo, c'est pas facile, d'être aussi des lieux de rassemblement, d'accueillir aussi des voix différentes. Voilà, je pense que personne n'a vraiment la clé, personne n'a le modèle idéal. Par contre, on est tous dans le même bain. On est tous dans le même bain qui est un bain un peu dangereux parfois, qui commence à se réchauffer un peu. Donc je pense qu'on devrait penser à comment on élargit. Comment on élargit ces questions, peut-être en définissant des nouveaux terrains où on pourrait se retrouver, des nouveaux vocabulaires aussi, pour faire prendre conscience à tous et toutes qu'on a beaucoup de choses à faire en commun et que vraiment si on arrivait à rassembler toutes les forces qui finalement pensent un peu la même chose ou ont les mêmes désirs pour l'avenir, eh bien, je crois qu'on serait beaucoup plus fort encore.